Dans les années 70, l'économie canadienne est en crise. Le chômage a presque triplé pour passer à 9 %. Les impôts ont augmenté de 25 %. Avec l'inflation, le coût des loyers, de la nourriture, du chauffage et des services ont doublé. On n'a pas les moyens d'arriver avec très, très peu d'argent, comme on dit. Dans ce contexte, les maigres pensions gouvernementales ne suffisent pas à assurer une vie décente à la majorité des retraités. 62 % étaient en dessous des seuils de pauvreté, là, dans les années fin 70, début des années 80. Face à l'expansion inflationniste des promoteurs immobiliers, les bons logements abordables se font de plus en plus rares. Les aînés peinent à se loger décemment. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de logements sociaux pour aînés à l'époque. Et lorsqu'ils sont malades ou en perte d'autonomie, les services offerts sont presque inexistants. Le portrait de la personne âgée était négatif. Il était pas invitant pour nous aussi. C'est pas à 60 ans que tu te sens vieille, tu sais. Malgré que les années de ma mère, c'était vieux. C'était pas la même chose. Mais nous, on sentait encore de l'énergie, tu sais, pour les injustices qui nous étaient faites. Très peu de femmes sont assurées d'un régime supplémentaire de rente privée. Si elles n'ont pas eu un emploi rémunéré, elles sont exclues du régime de rente du Québec et sont entièrement dépendantes de la pension de leur mari pour leur sécurité financière. Et quand celui-ci décède, à moins de pouvoir profiter de la rente de leur époux, quand c'est possible, la situation devient catastrophique. Oui, j'ai perdu mon mari à l'âge de 42 ans. Lui, il est mort du cœur soudainement à l'âge de 45 ans. Tu te compares dans ce temps-là avec des personnes qui vivent bien, qui ont de l'argent, et puis qui ont une auto, puis toi, tu sais, t'es dans la pauvreté, t'es plus bonne à rien, là. Vieillis chez toi, puis c'est tout, tu sais, on était négligés. Ça élève de la colère en toi, tu sais. Fait que, là, moi, ça a tout rentré, là, puis là, c'était trop. Dans les années 80, les aînés ne représentaient pas une force sociale significative. Il y avait quelques associations de retraités, mais plus rattachées aux situations d'emploi. Les retraités de la Ville de Montréal, la police, on avait les grandes entreprises, le tabac, les retraités d'Imperial Tobacco, puis tout ça, là, c'est vraiment très important comme force ouvrière. Le textile, il n'y avait pas d'association de retraités. Il y avait l'entreprise de pétrole, il y avait 4-5 raffineries à Montréal. C'est très important, les retraités de ce secteur-là. Puis la fonction publique, là, que ce soit municipale, fédérale, provinciale, il y avait des associations de retraités, mais ils ne représentaient pas une force sociale. L'âge d'or, les clubs d'âge d'or existaient. C'était fédéré, mais pas fort. Puis ils ne faisaient pas de politique, eux. C'était vraiment du service de loisirs total, là. Ils ne se représentaient pas comme une force sociale. C'est la QDR qui va vraiment changer ça. Nous avons suivi une session de préparation de retraite au cégep de Rosemont et nous avons mis sur pied les 3 R de Rosemont, qui veut dire revivre, réagir, réussir. C'était un début, puis on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, on ne savait pas même qu'est-ce que ça voulait dire, mais tout ça. Les cours se donnent un peu partout dans la province. En 1977, un colloque réunissant plusieurs participants donne naissance à la rédaction du premier manifeste sur la situation économique des aînés. Puis, un deuxième sur les conditions de logement, Vieillir chez soi, suivra 2 ans plus tard. À Rosemont, disons, les chefs de Rosemont, là, il y avait M. et Mme Lapalme. M. Lapalme et Mme Lapalme étaient des syndicalistes, bon, dans leur tradition, là. De Mestral, qui était pasteur à Notre-Dame-de-Grâce, la même chose. Il remettait en question le statut social fait aux aînés, là. Godreau, lui, c'est un professeur de collège, là, de commission scolaire, qui restait à Outremont, mais qui venait d'une famille vraiment très impliquée socialement. Nous avons eu droit à des salaires de famine, des heures interminables de travail, des grosses familles élevées, sans parler de la crise et de la guerre, et des guerres même. Aujourd'hui, on nous propose la privation et la misère. Nous disons non. La fusion de ces énergies-là
va faire que les Trois-Heures de Rosemont vont prendre l'initiative de fédérer les initiatives des autres communautés, et là, qui vont lancer l'idée de créer un mouvement de défense de droits. Ça répondait à un besoin chez les hommes et les femmes. Ça m'a servi parce que mon mari est allé outre-mer, il était allé à la guerre, et puis on m'apprend dans le groupe de l'EQDR, des personnes qui étaient là, Cécile, mais comment ça se fait, toi, que tu n'as pas la pension des vétérans? Puis je savais pas que c'était un bien ou une pension. Je savais pas que j'avais le droit à ça. Je me sentais épaulée. Je me sentais plus seule pour débattre quelque chose. Je sentais qu'il y avait un groupe en arrière de moi qui m'aidait, qui me soutenait. C'est ça que j'ai trouvé que l'EQDR m'a fait gagner une pension des vétérans, qu'aujourd'hui, si j'ai pas été sur le bien-être social, j'ai pas eu à faire ça. J'ai une pension qui est convenable, qui m'aide à vivre indépendamment d'être sur le bien-être social. Les grands combats, c'est sûr, là, ce qui ne cessera jamais, là, c'est évidemment le maintien, l'amélioration du revenu. Déjà, le premier manifeste disait qu'il fallait l'élargissement du régime de rente à 50 % du revenu moyen. Là. On a toujours dit qu'il fallait 50 % pour assurer une base de revenus décent, surtout pour les femmes. Donc ça a toujours été. Cette bataille-là revient de façon cyclique au moment où, justement, il y a des conditions qui favorisent ça. En 1981, l'AQDR intente un recours contre les compagnies d'assurance. Puis, en 1983, met sur pied un comité sur la condition féminine. Ce dernier publie Ideal Dress, un livre révélant les conditions précaires des femmes aînées. En 85, là, c'est la totale, c'est la bataille sur l'indexation des pensions. L'inflation était un problème très grave au Canada dans les années 80. On avait des taux d'inflation de 17, 18, même 20 % une année. Donc, il ne fallait pas désindexer les pensions. Là. C'est 20 % de ton revenu qui partait. Là. Et tout le monde a été mobilisé dans cette affaire-là. C'est un enjeu majeur. Là. Il y a eu des manifestations à Ottawa, tout ça, des autobus remplis à pleine capacité. Donc ça fait partie effectivement des luttes mémorables. Oh, c'était gros, cette manifestation-là. C'était de partout dans le Canada. C'était beaucoup de personnes avec des pancartes de tous les milieux du Canada. Je me rappelle, il y en avait une petite parmi nous, une petite femme anglaise qui dit « Toi, Mulroney, là, je te dis que la prochaine élection, tu vas débarquer. » Tu nous as menti. Tu nous as fait voter pour toi, puis là, goodbye, Charlie Brown. Je pense, madame... La madame est en Moses. Alors, je comprends, puis je vous souhaite bon succès et bon courage. En tout cas, on met ça dans tes tiroirs. Là. Si tu fais quelque chose, tu rentres pas dans 3 ans. No way. No way. On est sans. Et le gouvernement va être obligé de reculer. Puis ça, c'est un gain historique. Hein? C'était le seul moyen d'être écouté de nos politiciens. Quand il y a une masse de personnes qui sont dans la rue puis qui viennent crier devant le Parlement, je te dis que ça a un effet, hein? Parce que c'est répandu des journaux, puis des journalistes viennent tous, tu sais. Il va y avoir toute la question de l'assurance médicaments, la gratuité des services ambulanciers pour les aînés, empêcher le gouvernement de surtaxer les retraités parce qu'ils consomment plus de médicaments. Il voulait avoir une espèce de ticket modérateur. Ça, c'est dans les années 87-88. Ça va revenir en 92. Il y avait sorti une loi qui voulait augmenter les médicaments. Et puis nous, on avait été au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis on les avait lancé des 2 $ en bas parce qu'on était à la galerie. Des occupations de bureaux de députés, là, les retraités, je me souviens que dans le Centre-Sud,
Il avait occupé le bureau de Malépart. On avait pris le bureau de M. Bottler, André Bottler, et puis c'était par rapport aux médicaments. Puis on avait passé 3 jours dans son bureau. Les années 90 sont riches en luttes de toutes sortes. L'AQDR s'oppose à la réforme Martin sur la prestation des aînés et obtient gain de cause. Elle collabore à l'augmentation du revenu garanti et présente des mémoires sur la violence faite aux aînés et leurs conditions d'hébergement. Fait que c'est seulement par la force de la population des personnes âgées qu'on peut réussir à faire changer les décisions gouvernementales. En 1982, l'AQDR décide d'offrir aux dirigeants de chaque section une formation très spéciale. C'est un concept de formation dans l'action, ça durait 2 jours, où les gens devaient dessiner une affiche et sur l'affiche, ils devaient inscrire un problème qui revient souvent dans la vie quotidienne. On a fait des dessins aussi pour sortir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on sent. C'était des illustrations en couleur de problèmes qui reviennent souvent dans la vie quotidienne. C'est un portrait de la vie quotidienne des aînés. En plus, au-delà de ça, en plus, il y avait l'enjeu des revendications. Comment ils comprennent comment ça se fait que c'est ça leur condition de vie. Ça a été exposé pour beaucoup de monde. L'automne suivant, on va l'amener sur la colline parlementaire à Ottawa pour revendiquer l'amélioration du supplément du revenu garanti. Puis ensuite, ça a été jusqu'à Bruxelles. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que vous avez là un groupe de Québécois devant vous qui est heureux d'être accueilli par les membres de la communauté française de Belgique. Un groupe de revendicateurs. Et étant moi-même issu du monde syndical pendant 17 ans, je les appuie. Donc... Elle va faire le tour du Québec. Elle va être exposée dans plusieurs villes. C'est un projet fantastique. Le Parlement des sages est né dans tout au début des années 2000. En fait, ça va durer 10 ans. Et c'est né à l'occasion de l'année internationale des personnes âgées où on voulait innover sur le pouvoir gris, l'insertion sociale d'un certain pouvoir des aînés. Ça existait pour les jeunes, le Parlement, pour former les jeunes à la vie parlementaire. Des gens de l'AQDR ont eu l'idée de créer un Parlement pour les aînés pour nous apprendre à la vie parlementaire. Ça, c'est une fonction d'éducation sociale. Mais certains des aînés de l'AQDR croyaient que ça pourrait influencer par les lois que voteraient les aînés, parce qu'on votait 2 lois dans chaque Parlement, bien, ça avait un poids politique. Je peux vous dire que le Parlement des sages, c'était la plus belle expérience pour toutes les personnes qui ont participé. Ça va durer 10 ans, donc une quarantaine de projets de loi vont être déposés. C'est l'AQDR qui pilote le projet. C'était une excellente école au niveau de comprendre le jeu politique là, des parlements. Pour moi, c'est la plus belle expérience. Suite à plusieurs morts suspectes dans des résidences privées pour aînés, l'AQDR se lance dans une grande bataille. Nous, on va commencer vraiment à dénoncer ça, là, ce qu'on appelait le réseau des résidences clandestines. Elle n'était que clandestine que de nom, parce qu'en fait, les CLSC qui existaient à ce moment-là là, référaient du monde aux résidences clandestines, mais qui n'étaient pas réglementées. Des personnes qui demeuraient dans des maisons privées, peut-être, et où les conditions étaient vraiment non salubres, là, insalubres. Il y en a qui demeuraient dans des sous-sols où c'était impensable de vivre.
Après ça, ça va prendre 5 ans, 2007. Il va y avoir une première certification des résidences, c'est sous le gouvernement de Jean Charest, là. Ça, c'est une grande victoire, là, la première grande certification. Non seulement ils sont connus, mais ils doivent respecter un certain nombre de critères pour la prise en charge des aînés. On a beau vérifier, surveiller, mais les aînés continuent à vivre dans des conditions d'hébergement difficiles, particulièrement dans les CHSLD. J'ai accompagné mon père, puis beaucoup de membres de la famille. Et puis, quand mon père est décédé, ça faisait 4 ans et demi que je voyais ce qui se passait dans les CHSLD. Il y avait beaucoup de choses qui me révoltaient puis que j'aimais pas. Les aînés n'ont pas tous les besoins voulus, parfois. Faire changer de couche 1 fois par jour, puis avoir un bain 1 fois par semaine, et puis c'est pas évident, ça. C'est là qu'on va découvrir que beaucoup de gens décédaient par brûlure à l'eau chaude. Et puis, c'est l'eau de l'OQDR qui allons alerter les ministères, puis tout ça, que là, on découvre, en fouillant dans les enquêtes de coroner, en interrogeant des coroners, dont la célèbre coroner Udel Tessier, qui, dans les années 2000, à plusieurs fois, elle a fait des recommandations pour dire que les personnes âgées, dans les résidences, dans les CHSLD, surtout, sont mal protégées contre les brûlures à l'eau chaude et les décès de l'eau chaude, parce qu'il n'y a pas de mitigeur. L'eau est trop chaude, parce que dans les habitations collectives, en raison de la protection contre la bactérie de la légionellose, on doit maintenir l'eau dans les grands réservoirs à plus de 60 degrés. Ça, là, écoutez, ça fait depuis l'année 2000 qu'on parle de ça. Puis finalement, on a gagné, écoutez, avec le Parti québécois, on a gagné la mise en place du règlement sur l'eau chaude. C'est fou, là. Ça, c'est ça qu'on appelle l'âgisme meurtrier. Afin de contrer les abus de toutes sortes dont sont victimes les aînés, l'AQDR de Québec a mis sur pied un projet innovateur pour leur venir en aide. L'AQDR de Québec a développé le projet Coup de pouce parce qu'on s'est aperçu que c'était important d'accompagner les aînés vulnérables dans la défense de leurs droits. Depuis 2010 qu'on a parti le Coup de pouce aux aînés, on a eu 1100 requêtes qui ont été traitées, qui ont reçu un suivi et un accompagnement. Bien souvent, on traite des cas d'abus avec nos psychoéducateurs parce qu'on fait le pont entre la personne abusée et le C3S, qui est souvent une longue liste d'attente. Puis on a créé des liens dans l'ensemble de la région de Capitale-Nationale avec les C3S, l'Agence de la santé, le Centre de justice de proximité, tous les intervenants. On a réussi à devenir un partenaire incontournable dans la région au niveau de la défense individuelle et collective des droits des aînés. Il faut que tu offres des services directs aux proches aidants. Écoutez, moi j'ai un questionnement, puis j'aimerais ça avoir une réponse en sortant d'ici. Pour faire de la défense de droit, il faut trouver le financement nécessaire, une priorité sur laquelle s'est penché l'AQDR dès le début des années 2000. J'ai contacté différentes compagnies d'assurance pour l'assurance, disons, automobile et également l'assurance maison. Et finalement, on s'est arrêté avec la Capitale et qui nous donnait de meilleurs résultats. Ça a été ce qui a permis, en fait, à la QDR de se développer et de devenir ce qu'elle est maintenant. La part financière de la Capitale était au départ environ 75 000 $. À mesure qu'on a développé des nouvelles sections et qu'on a augmenté nos membres jusqu'à 30 000, ça a fait qu'en dernier, on recevait des fois jusqu'à 300 000 $ de ristournes. Alors, ça nous aidait énormément pour pouvoir faire la défense des droits. Là, on va découvrir une histoire d'horreur. Notre étude couvre 57 000 unités de logement. Tous les baux comportent des clauses illégales. Et on trouve une clause qui donne droit au propriétaire de vous déplacer en cours de bail, de vous changer de logement. Il se donne des droits de visite à temps plein. En tout temps, le locataire peut pénétrer dans votre logement pour tout motif raisonnable. Ensuite, il y a des
des propriétaires qui s'accordent le droit de modifier les conditions du bail, par LEA, là, y compris la distribution des services, le coût des services, etc. On trouve l'obligation du locataire de remettre en état le logement au moment de quitter, ce qui est une obligation du propriétaire, pas du locataire. Il y a des propriétaires qui demandent le dépôt de toutes sortes de sommes d'argent en garantie, alors que c'est complètement illégal, la loi interdit ça. La seule chose qu'un locateur peut exiger, c'est le premier mois de loyer, au moment de la signature du bail, avant le bail. Il y en a qui obligent à porter des pantoufles le jour, la nuit. Il y en a qui interdisent de porter certains vêtements. Ce qui est épouvantable, c'est que la moyenne d'âge, c'est 82 ans. On laisse à une population très âgée, les 120 000, là, le fardeau d'aller à la Régie du logement pour se plaindre de clauses illégales qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas exister. Pour éviter que de pareilles situations se répètent ou ne s'enveniment, l'AQDR a mis en place une structure innovatrice, les comités de milieu de vie en partenariat avec les résidences. Il y a 2400 résidences au Québec dans lesquelles habitent au moins 120 000 résidents. Les résidences ont leurs spécificités chacune et les comités de milieu de vie que nous avons créés, c'est un partenariat, en fait, entre les propriétaires et les résidents. Ça veut dire, dans le fond, que les résidents s'impliquent dans leur milieu de vie et que le propriétaire respecte cette implication-là et l'encourage. Dans une résidence où existe un comité milieu de vie, il ne peut pas s'installer d'abus. Il ne peut pas s'installer de mauvais rapports avec les employés. On a un canal pour les contrecarrer dès le départ. C'est la défense pure, positive. Et dans un organisme de droit, on dénonce ce qui a besoin d'être dénoncé. Mais mon objectif à moi, c'est de mettre tellement de choses en place pour prévenir ça qu'on arrive à ne plus avoir besoin de dénoncer. C'est sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout le maintien, la question du maintien des services publics, hein, de garder les services de santé, services sociaux accessibles, de qualité, c'est certain qu'il y a encore beaucoup de représentation à faire à ce niveau-là. On dit à tout le monde, vous allez avoir un médecin de famille. Par contre, les médecins, ils ne veulent pas faire partie du public. Il y a question qu'on aille au privé. Il y a toujours la question de privatisation. C'est sûr que si on a une privatisation des soins de santé, 50% des aînés ne pourront pas y avoir recours. Au Québec, il n'y a pas de service à domicile. Donc, si tu deviens fragile, tu as besoin de services à domicile, puis que tu le sais que les services sociaux, les CLSC ne te l'offriront pas, sinon minimum, là, c'est fait pour des gens en plus larges difficultés. D'accord? Parce que le financement n'est pas là, tout simplement. Le Québec n'a pas privilégié ça en raison de toute une collusion non criminelle, là, une collusion, une bonne entente d'affaires entre le réseau des résidences au Québec et le gouvernement libéral qui ont décidé ensemble que la bonne façon de privatiser le service à domicile, c'est d'obliger les gens à entrer dans l'entonnoir des résidences, ce qui fait qu'on a 125 000 personnes qui vivent dans des résidences. Pourquoi? Parce que c'est là que sont les services. Dans plusieurs villes et villages au Québec, beaucoup d'aînés vivent dans de petites résidences. Une réalité qui peut poser problème quand vient le temps de créer des liens. Bien, par petite résidence, si je prends le secteur des Genoux, c'est entre 9 et 25 résidents. Mais quand on regarde au niveau des règlements du gouvernement, c'est de 1 à 99.
C'est ce qui fait un petit peu la difficulté des petites résidences de s'assumer. Parce que les règles sont trop exigeantes pour des petites résidences, étant donné qu'on demande la même chose à ceux qui en ont presque 100. Afin d'aider les petites résidences à obtenir plus de services, l'AQDR a eu l'idée de regrouper des représentants des résidents à l'intérieur d'un comité de vie. Ce qui fait la force de ces comités-là, c'est qu'il y a tout un échange, toute une dynamique qui s'est développée, parce que les gens viennent de partout, de chaque résidence, puis ils apportent aux autres tout ce qu'ils vivent chez eux. Puis on partage ensemble, puis on développe des activités à faire ensemble. On développe des activités aussi qui créent l'empowerment, qui font en sorte qu'ils se prennent en charge, qui sont capables de rapporter les choses dans leur propre résidence. Et c'est une belle complicité. Au niveau des régions, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà développé la capitale de Québec. On est allé en Montérégie, on est allé à Sherbrooke, on a fait Shawinigan. Et là, on a des demandes qui viennent d'un peu partout qu'on doit combler dans le futur, qui n'avaient pas encore adhéré parce qu'on a manqué de temps, pas parce que les propriétaires ne veulent pas. Là, c'est eux autres qui nous sollicitent pour qu'on aille. Toute la question des retraites, c'est pas réglé, ça. Hein? C'était une des premières batailles de la QDR, l'indexation des pensions de retraite, mais avec les alignements qui ont été pris récemment par les gouvernements, il y a encore beaucoup de batailles à mener pour que les aînés aient des conditions de vie décentes à la retraite et ne soient pas sous le seuil de la pauvreté, parce que malheureusement, c'est encore beaucoup ce qu'on voit, comme je disais, chez les femmes, entre autres. Aujourd'hui, tout organisme doit maîtriser les technologies de communication, telles que le web, les courriels et Facebook, s'il veut grandir et gagner en influence. Une priorité bien ancrée et très importante pour l'AQDR. La plupart des nouveaux aînés là, qui font partie de la génération des baby boomers sont habitués d'avoir de l'information, on appelle ça de l'information à accès instantané. Alors, à un moment donné, en temps réel, là, pour obtenir cette information-là, il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre un site web puis de le mettre à la disposition des gens. Tu peux l'accéder à n'importe où, n'importe quand. Tout ce que tu as besoin, c'est un appareil électronique qui communique avec le net. Et la place de l'Internet pour les sections, pour la défense de droits, là, elle va prendre de plus en plus de place parce que si on veut être en mesure d'aller agir sur les décideurs, il faut le faire en temps réel. Si on ne saisit pas l'opportunité au moment où il se présente, on perd cette possibilité-là à ce moment-là. C'est sûr que ce n'est pas le seul moyen qu'on doit utiliser, c'est un outil. Il faut le suivre par la suite avec des rencontres, avec des représentations qui sont en bonne et due forme, du type, là, soit présenter des mémoires ou présenter des différentes actions. C'est certain que ça va de pair, là, ça va ensemble. Depuis sa création, l'AQDR compte une centaine d'actions à son actif. Certaines ont donné lieu à des victoires exemplaires, comme celle de son action judiciaire contre Eddie Savoie des Résidences Soleil contre sa poursuite Bayon. Le jugement qui a été rendu vendredi dernier. Et là, je vous rappelle brièvement les faits. Toute l'histoire a débuté en 2011, alors qu'à ce moment-là, la mère de Mme Thériault-Martel était au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golfe. Elle estimait que la qualité des soins laissait à désirer. Elle a décidé de dénoncer la situation accompagnée d'un groupe de personnes. Et quelques jours plus tard, elle s'est faite poursuivre finalement par M. Savoie, qui lui réclamait 400 000 $ en dommages pour diffamation. Elle a décidé d'essayer de renverser la vapeur en essayant de faire en sorte que la poursuite soit déclarée comme abusive, ce qui a été fait dans ce jugement. Le juge a même condamné, vous l'avez dit, M. Savoie, à lui verser 300 000 $. Il y a une chose qui est certaine, on n'est pas à l'abri personne de ça. Il n'y a pas d'âge, c'est ça qu'il faut que les gens se rappellent. Les gens doivent s'impliquer, les gens doivent surveiller, prenez soin de vos familles qui sont là-dedans. Plus récemment, une autre victoire majeure au crédit de l'AQDR. Celle des aînés de la résidence Monaco qui ont finalement obtenu gain de cause sur la plainte d'exploitation et qui ont été largement compensés pour leurs dommages. La grande victoire, c'est que malgré tous nos efforts, on a été entendus, ça a pris 3 ans pour reconnaître que les conditions dans lesquelles ça s'est passé constituaient une situation d'exploitation, imposer
un contrat d'éviction, imposer 6 semaines de déménagement, ça constituait de l'exploitation. En fait, les 123 personnes ont été victimes d'exploitation. Et aujourd'hui, on fête ça, parce que c'était tout la bataille était là. Puis on fête aussi le règlement, parce que Monaco a consenti, sans admission, à dédommager les locataires que l'OQTR représentait. Il y avait 7 locataires qui restaient, les Gaulois, hein, des irréductibles Gaulois qui restaient. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les retraités? Mais moi, je regarde le parcours franchi, là. Il y a quand même beaucoup de gains. Le sort des aînés s'est amélioré depuis des années 70, là, indéniablement. Et je pense qu'on est mieux, les aînés sont mieux équipés pour faire face aux défis qui nous attendent étant donné le vieillissement de la population. Je pense qu'on est mieux équipés qu'on l'était. Les conditions sociales générales sont meilleures, mais il reste beaucoup à faire, surtout au Québec, concernant les plus fragiles, là, les CHSLD et tout ça, puis les services à domicile. Puis préserver les acquis des systèmes de retraite, puis gagner la fameuse l'extension du régime de rente à 50 % des revenus. Si on gagnait ça là, d'ici 10 ans, je dirais, on aurait fait la job. On serait bon.